Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire de l'INRS qui va traiter du choix d'un appareil de protection respiratoire vis-à-vis du risque chimique et du risque biologique. Vous êtes très nombreux inscrits à ce webinaire et nous vous en remercions. Lors de votre inscription, vous avez posé un certain nombre de questions que nous allons traiter tout au long de ce webinaire. Je me présente, Sandrine Chazelet, je suis responsable d'études en charge d'études sur les appareils de protection respiratoire à l'INRS. Bonjour, je suis Myriam Bouslama, je suis experte d'assistante conseil sur les risques biologiques à l'INRS. Nous allons commencer par vous présenter les différents types d'appareils de protection respiratoire, puis nous vous détaillerons les procédures pour le choix d'un appareil de protection respiratoire, tout d'abord contre les risques chimiques et ensuite contre les risques biologiques. Nous verrons comment affiner ce choix en fonction de la situation de travail, mais aussi en fonction du porteur de l'appareil de protection respiratoire, en faisant un focus sur les essais d'ajustement. Enfin, nous terminerons par des recommandations en termes d'utilisation, de stockage et d'entretien des appareils de protection respiratoire. En préambule, nous souhaitions vous rappeler les principes généraux de prévention qui mettent la protection individuelle à la fin de ces mesures de prévention et notamment en complément de mesures de protection collective, après avoir envisagé toute méthode d'élimination ou de réduction du risque. Il est important également de rappeler que les mesures de protection individuelle sont indissociables de mesures d'hygiène et d'urgence et de formation de tous les salariés qui sont concernés par le port des appareils de protection respiratoire. Les différents types d'appareils de protection respiratoire peuvent se scinder en deux grandes familles. Il y a les appareils filtrants et les appareils isolants. Les appareils filtrants fonctionnent sur le principe de l'épuration de l'air ambiant contaminé par le passage à travers un filtre avant d'être inhalé par le porteur de l'appareil de protection respiratoire. On va distinguer deux grandes familles d'appareils filtrants. Les appareils filtrants à ventilation libre et les appareils filtrants à ventilation assistée. Le principe de fonctionnement des appareils à ventilation libre est simplement basé sur une circulation de l'air contaminé à travers le filtre par la simple respiration du porteur. On va distinguer trois types d'appareils filtrants à ventilation libre. Il y a les pièces faciales filtrantes comme les masques FFP2, les demi-masques réutilisables équipés de filtres et des masques complets, également réutilisables, équipés de filtres. Les appareils filtrants à ventilation assistée fonctionnent sur le principe d'une circulation de l'air contaminé à travers le filtre via un ventilateur motorisé. On va distinguer également deux grands types d'appareils filtrants à ventilation assistée. Ceux qui sont équipés d'une pièce faciale qui s'ajuste au visage, comme les demi-masques ou les masques complets, et ceux qui sont équipés d'une pièce faciale qui ne s'ajuste pas au visage, comme les casques, les cagoules ou les écrans faciaux. Pour vous donner quelques éléments un petit peu théoriques et comprendre les mécanismes de filtration des particules par ces éléments filtrants, faisons un zoom sur la surface d'un filtre. Vous voyez sur cette observation au microscope un enchevêtrement de fibres. Ce sont ces fibres qui vont collecter les particules en suspension dans l'air que l'on souhaite éliminer. Je vais illustrer sur ce schéma les différents mécanismes mis en œuvre lors de la collecte des particules par les médias fibreux. On voit sur ce schéma un cylindre bleu qui représente la fibre et des flèches en noir qui représentent les lignes de courant que suivent les molécules de gaz aux alentours de la fibre. Vous voyez ici un petit point noir qui représente une particule. Le premier mécanisme de collecte qui va être mis en œuvre est le mécanisme de diffusion brownienne. Vous voyez sur cette illustration que les particules, ici de toute petite taille, vont être agitées d'un mouvement brownien ou d'une agitation autour de la ligne de courant. Cette agitation va faire qu'elles ont une probabilité de capture par les fibres qui va être accrue. Le deuxième mécanisme qui va être prépondérant pour les particules de grande taille, au-delà du micromètre, c'est le mécanisme d'impaction inertielle. Vous avez vu ici qu'une particule de grande taille ou de forte densité va venir s'impacter sur la surface de la fibre et être collectée. Le mécanisme suivant est le mécanisme d'interception
qui va être prédominant pour les particules de taille intermédiaire. Ici, les particules suivent simplement la ligne de courant. Et si la distance entre la ligne de courant et la fibre est inférieure au rayon de la particule, celles-ci vont pouvoir être collectées par les fibres. Si l'on fait la synthèse de ces trois mécanismes sur l'ensemble d'un média filtrant, qui constitue donc un filtre, on peut représenter l'efficacité totale de filtration en fonction de la taille des particules. C'est la courbe représentée en rouge. La particularité de cette courbe est qu'elle présente un minimum pour une taille de particules comprise entre 0,1 et 0,5 micromètres. On parle de taille de particules la plus pénétrante à l'intérieur du média filtrant. La taille de cette particule, son diamètre, mais également le niveau d'efficacité de filtration du média filtrant vont dépendre d'un grand nombre de caractéristiques physiques du média, le diamètre de ses fibres, son épaisseur et sa porosité. On va donc pouvoir définir plusieurs classes de filtres en fonction de leur efficacité. C'est les classes P1, P2 et P3 que vous retrouvez sur les filtres qui équipent les appareils de protection respiratoire, ou les classes FFP1, FFP2 et FFP3 qui apparaissent sur les pièces faciales filtrantes. Pour chacune de ces classes, la norme associée définit une pénétration maximale à travers le filtre qui intervient pour cette taille de particules la plus pénétrante. En ce qui concerne les filtres anti-gaz, on a un fonctionnement qui est un petit peu différent. Si on fait un zoom également sur ces filtres anti-gaz, on voit qu'ils sont constitués de grains, généralement de grains de charbon actif, qui présentent une structure très poreuse. C'est ce qui est représenté sur l'observation microscopique. Le mécanisme de collecte est également différent. Il repose sur la diffusion des molécules de gaz polluants au sein de la structure poreuse des grains. Les molécules de gaz donc, vont pénétrer au sein des grains et venir s'absorber sur la surface interne de ces grains. Différents types de filtres vont pouvoir être développés en fonction de la famille de gaz que l'on veut arrêter. C'est ce que vous retrouvez sur les cartouches filtrantes anti-gaz avec un marquage coloré et des lettres A, B, E, K, etc. qui indiquent la famille de molécules de gaz que l'on peut éliminer avec cette cartouche. Concernant les filtres anti-gaz, on va également définir trois classes, notées 1, 2 et 3, mais cette fois-ci ce n'est plus l'efficacité de collecte qui va intervenir comme critère, mais la capacité de piégeage du filtre anti-gaz. Plus la classe va être élevée, plus le filtre va être capable d'absorber une grande quantité de molécules de gaz. Un autre paramètre est très important à maîtriser dans l'utilisation des filtres anti-gaz, c'est le temps de saturation du filtre. En effet, au fur et à mesure de l'utilisation du filtre, les molécules de gaz polluantes vont venir s'absorber au sein de la matière et venir remplir progressivement tous les sites d'absorption jusqu'à saturer le filtre. C'est ce que j'ai représenté ici sur ce petit schéma. Si l'on représente la concentration en molécules de gaz polluants à la sortie du filtre en fonction du temps, on peut distinguer deux grandes phases. Dans un premier temps, la concentration en molécules polluantes est quasiment nulle. Toutes les molécules sont absorbées par le filtre. Puis cette concentration augmente brutalement. L'instant à partir duquel la concentration augmente s'appelle temps de claquage ou temps de percée ou temps de saturation. Elle correspond à cette saturation du filtre. Dans ce cas, le filtre ne peut plus être utilisé. La totalité des sites d'absorption sont remplis par les molécules polluantes. Ce temps de claquage est donc important à connaître pour pouvoir estimer la durée d'utilisation d'un filtre. Il va dépendre d'un grand nombre de paramètres. Le premier, c'est la concentration en molécules de gaz polluants à l'entrée du filtre. Plus celle-ci va être importante, plus le temps de saturation va être faible. Le deuxième paramètre important à maîtriser est la température de l'air qui circule à travers le filtre. Plus cette température est élevée, plus le temps de claquage va également être faible, car l'absorption est un phénomène exothermique. Et donc la température joue sur le mécanisme en tant que tel. Et le troisième paramètre, c'est l'humidité relative de l'air qui traverse le filtre.
plus celle-ci va être importante, plus le temps de claquage va être faible. En effet, les molécules d'eau qui sont présentes naturellement dans l'air vont venir également s'absorber sur les sites d'absorption du filtre et venir en compétition avec les molécules de gaz polluants qui traversent le filtre. Pour aider le préventeur à bien estimer la durée maximale d'utilisation des filtres, l'INRS a mis à disposition en libre accès un outil qui s'appelle Prémédia, qui est donc disponible sur le site internet de l'INRS et qui permet de proposer une estimation de la durée maximale d'utilisation d'un filtre donné dans des conditions d'utilisation données. Je vous ai représenté ici le portail d'entrée de ce logiciel. Vous voyez que le préventeur a renseigné un certain nombre de paramètres. Le premier, c'est bien sûr la nature chimique du polluant, ainsi que sa concentration. Le deuxième paramètre est lié aux conditions de travail, à l'environnement de travail. On va avoir besoin de la température, de l'humidité relative et de la pression. Et également d'avoir des informations sur la charge physique de travail. Ces informations vont nous permettre d'estimer un débit ventilatoire moyen qui circule à travers le filtre. Et donc, on va vous demander de renseigner si la charge de travail est légère, moyenne ou intense. Et enfin, le dernier paramètre concerne bien sûr le type d'appareil de protection respiratoire et les filtres qui équipent ce type d'appareil de protection respiratoire. Pour un modèle de filtre donné, le logiciel va pouvoir proposer une durée maximale d'utilisation dans les conditions qui auront été précisées. Enfin, il existe les filtres combinés qui sont constitués d'un filtre anti-aérosol et d'un filtre anti-gaz. Ils sont très largement répandus dans l'industrie, en particulier dans le cas d'une polyexposition à des particules et des vapeurs. La deuxième grande famille d'appareils de protection respiratoire, ce sont les appareils isolants. Ils fonctionnent sur le principe d'un apport d'air respirable au niveau de la pièce faciale portée par l'opérateur. On va distinguer deux grands types d'appareils isolants, les appareils non autonomes et les appareils autonomes. Parmi les appareils non autonomes, on va distinguer les appareils à air libre des appareils à adduction d'air comprimé. Les appareils à air libre fonctionnent sur le principe d'un apport d'air respirable en provenance d'une zone non contaminée, éloignée de la zone de travail. Les appareils à adduction d'air comprimé fonctionnent sur le principe d'une alimentation en air respirable via un compresseur, donc une fourniture d'air comprimé, et l'appareil peut fonctionner à la demande ou à débit continu. Les appareils autonomes fonctionnent sur le même principe, sauf que cette fois-ci, c'est le porteur de l'appareil de protection respiratoire qui va porter les bouteilles ou un dispositif qui fournit de l'air respirable. Dans ce cas, l'appareil de protection respiratoire ne pourra être utilisé que sur une durée très courte qui dépend de la capacité de stockage de l'air respirable par le dispositif porté par l'opérateur. La protection globale d'un appareil de protection respiratoire va dépendre de trois grands paramètres. Le premier est la capacité de filtration du matériau filtrant, comme on vient de le voir, que ce soit pour des particules ou pour des molécules gazeuses. Le deuxième, ce sont les caractéristiques techniques de l'appareil de protection respiratoire. On a vu qu'il existait un très grand nombre de types d'appareils. Et le troisième, ce sont les fuites qui peuvent apparaître entre la pièce faciale et le visage du porteur. Pour caractériser les performances d'un appareil de protection respiratoire, on va utiliser un critère qui s'appelle le facteur de protection et qui est défini dans la norme EN 529. Il se définit comme le rapport entre la concentration à l'extérieur de la pièce faciale, dans la zone respiratoire autour des voies respiratoires de l'opérateur, et la concentration à l'intérieur de la pièce faciale. On va définir deux grands facteurs de protection pour chaque type d'appareil de protection respiratoire. Le premier, c'est le facteur de protection nominal, qui se définit comme l'exigence minimale définie dans les normes et que doit satisfaire un appareil de protection respiratoire pour être mis sur le marché.
Il est mesuré sur des sujets, mais dans des laboratoires notifiés, dans une enceinte d'essai et sur un aérosol modèle de chlorure de sodium. Il s'agit donc d'exercices réalisés en laboratoire non représentatifs d'une situation de travail réelle. Les personnes qui sont sélectionnées également pour ces essais sont des sujets habitués et formés à ces procédures. Et par ailleurs, les normes permettent de refuser des sujets qui ne conviendraient pas à ces essais. Le deuxième facteur de protection, c'est le facteur de protection assigné, qui est défini comme le niveau de protection atteint en situation de travail par 95% des opérateurs formés au port des appareils de protection respiratoire et qui utilisent correctement, après contrôle, un appareil bien entretenu et bien ajusté. Cette définition est un peu longue, mais elle regroupe vraiment toutes les conditions optimales du port d'un appareil de protection respiratoire en situation de travail. Idéalement, ces valeurs de facteurs de protection assignés sont déduites de mesures de facteurs de protection en situation de travail, mesures réalisées sur des polluants réels et sur des opérateurs formés. On a donc ici des valeurs qui sont beaucoup plus réalistes de la protection respiratoire que l'on peut attendre en situation réelle de travail. Pour vous donner quelques valeurs de facteurs de protection nominaux et assignés par type d'appareil de protection respiratoire, ce tableau regroupe ces valeurs. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes ces valeurs dans le guide ED 6106 de l'INRS. Si l'on prend l'exemple, par exemple, d'une pièce faciale filtrante de classe FFP3, vous voyez qu'elle a un facteur de protection nominal de 50. Cette exigence est une exigence normative qui permet à un masque FFP3 d'être mis sur le marché. En parallèle, si on affiche les facteurs de protection assignés pour différents types d'appareils de protection respiratoire, on voit que toutes ces valeurs sont inférieures aux facteurs de protection nominaux. Si on reprend notre exemple de masque de classe FFP3, on voit que le facteur de protection assigné n'est plus que de 10. Cet écart important qui existe entre les facteurs de protection nominaux et assignés vient de l'écart qu'il y a entre les conditions d'essai en laboratoire et les conditions réelles d'utilisation d'un appareil de protection respiratoire en situation de travail. J'en viens maintenant à la procédure de choix d'un appareil de protection respiratoire contre les risques chimiques. La première étape de cette procédure est de réaliser une analyse de risque au poste de travail. Cette analyse de risque va porter sur un certain nombre de questions auxquelles il va falloir répondre. La première est celle de la teneur en oxygène au poste de travail. Si cette teneur en oxygène est faible, et en particulier si elle est inférieure à 17%, l'opérateur devra porter un appareil isolant autonome. Dans le cas où la teneur en oxygène est normale, il faudra se poser la question de la nature des polluants présents au poste de travail. S'agit-il de poussière ou d'aérosol, ou s'agit-il de gaz et de vapeur? Dans les deux cas, la concentration au poste de travail devra être estimée pour pouvoir affiner le choix de l'appareil de protection respiratoire. La deuxième étape de cette procédure de choix est la détermination de la protection minimale requise. Une fois les polluants identifiés, on va pouvoir déterminer la valeur limite d'exposition professionnelle, VLEP, de ces polluants. Et également définir l'exposition au poste de travail par la mesure de la concentration au poste. La protection minimale requise va être calculée par le rapport entre cette concentration en polluants lors de l'exposition du salarié au poste de travail et la valeur limite d'exposition professionnelle du polluant considéré. L'appareil de protection respiratoire qui permettra de réduire l'exposition du salarié devra être tel que son facteur de protection assigné est supérieur ou égal à la protection minimale requise que l'on vient de déterminer. Autrement dit, sur un poste de travail donné, pour un salarié qui porte un type d'appareil de protection respiratoire donné, son exposition ne pourra pas dépasser le produit du facteur de protection assigné de l'appareil
fois la valeur limite d'exposition professionnelle du polluant. Alors, ce tableau est un petit peu dense, mais il va synthétiser ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire pour différents niveaux d'exposition au poste de travail, quel type d'appareil de protection respiratoire va pouvoir être recommandé. Vous retrouvez à nouveau toutes ces données dans le guide D6106 de l'INRS. Pour prendre un exemple simple d'utilisation de ces tableaux, prenez le cas d'un salarié qui sera exposé à des poussières de bois dans un atelier de fabrication de meubles. Son exposition mesurée au poste de travail est de 5,53 mg par mètre cube en moyenne sur une journée. Pour les poussières de bois, on sait que la valeur limite d'exposition professionnelle en moyenne sur 8 heures est de 1 mg par mètre cube. À partir de ces informations, on peut donc déterminer une protection minimale requise qui va être égale à 5,53. À partir de cette donnée, on va pouvoir en déduire le type d'appareil de protection respiratoire qui peut être utilisé sur ce poste de travail pour réduire l'exposition du salarié. On pourra par exemple utiliser un masque complet équipé d'un filtre P3 pour réduire cette exposition. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Myriam Bouslama qui va vous présenter la manière de choisir d'un appareil de protection respiratoire contre les risques biologiques. Myriam, c'est à toi. Nous allons effectivement voir maintenant comment choisir son appareil de protection respiratoire lorsqu'on est confronté à des risques biologiques. Pour le risque biologique, le port d'un appareil de protection respiratoire se justifie lorsqu'un travailleur est exposé à des bioaérosols. Ces bioaérosols sont des particules qui sont aéroportées, qui peuvent être liquides ou solides, et qui contiennent soit des micro-organismes vivants ou morts, qui peuvent être soit des virus, des bactéries ou bien des moisissures, ou bien des substances qui proviennent de ces micro-organismes, telles que des endotoxines ou des mycotoxines. Leur taille est inférieure à 100 micromètres, ce qui fait qu'on va pouvoir les retrouver en suspension dans l'environnement. Elles ont une vitesse de chute négligeable et on va pouvoir les inhaler plus ou moins profondément au niveau des voies respiratoires en fonction de leur taille. Il existe plusieurs secteurs professionnels dans lesquels les travailleurs peuvent être exposés à ces bioaérosols. C'est notamment le cas du secteur médical, lors de la prise en charge d'un patient atteint d'une maladie infectieuse à transmission respiratoire. Dans le cadre d'un réservoir d'agents biologiques d'origine animale, certaines tâches peuvent exposer les salariés à des zoonoses transmissibles par inhalation de poussière, contaminées par des virus ou des bactéries, ou bien par des allergènes respiratoires. Il existe également plusieurs études qui montrent que dans le secteur de l'environnement, on peut être exposé à des bioaérosols. C'est notamment le cas dans le traitement, la collecte des déchets, dans le secteur du compostage, ou bien encore dans le secteur du traitement des eaux usées. Dans le secteur agroalimentaire, certaines tâches peuvent notamment exposer les salariés. C'est par exemple le cas de l'affinage de fromage ou de charcuterie. Et puis l'eau également, et notamment les fluides industriels, peuvent être contaminés par des micro-organismes qui peuvent être aérosolisés. Alors, tout comme les particules d'origine chimique, les filtres anti-aérosols vont pouvoir filtrer les particules d'origine biologique. En effet, ce n'est pas tant la nature de la particule qui va influencer la capacité de filtration des appareils de protection respiratoire, mais bien les caractéristiques physiques et notamment leur taille. Je vous ai représenté ici sur cette figure que vous avez déjà vue la taille des différents agents biologiques. On peut voir que les virus ont une taille inférieure à 1 micromètre. La plupart des bactéries, et notamment les moisissures et leurs spores, ont une taille comprise entre 1 et 10 microns. Mais dans la vraie vie, les virus ne se baladent pas tout seuls dans l'air, ils sont contenus dans des particules qui peuvent avoir une taille plus importante et cette taille va dépendre notamment des conditions environnementales. En revanche, contrairement au risque chimique pour lequel le choix du type d'appareil de protection respiratoire peut se reposer sur une évaluation quantitative en fonction du dépassement des valeurs limites d'exposition, l'évaluation du risque biologique s'appuie plutôt sur une approche qualitative et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on ne connaît pas les doses infectantes pour la plupart des micro-organismes. Ensuite, on sait qu'une exposition très ponctuelle peut suffire pour être contaminée. Nous n'avons pas de valeur limite d'exposition pour les agents biologiques et leur faible résistance dans l'air fait que leur captage dans l'atmosphère de travail est assez aléatoire.
Donc l'analyse de risque va plutôt se baser sur une approche qualitative qui dépend à la fois du danger lié aux agents biologiques et d'une estimation de l'exposition. En termes de danger, on peut distinguer le risque infectieux qui est lié à la présence d'un micro-organisme en particulier. C'est notamment le cas des bactéries qui sont responsables des maladies telles que la tuberculose ou la légionellose. On va pouvoir également distinguer les risques allergènes qui sont liés à la présence de moisissures ou de bactéries actinomycètes, et puis des risques toxiniques qui sont notamment liés à la présence d'endotoxines qui sont responsables de bronchites ou encore du syndrome toxique des poussières organiques. Il va falloir également tenir compte du mode de transmission de ces agents biologiques et donc vérifier si ces agents biologiques se transmettent bien par voie respiratoire. Par exemple, l'exposition à un agent biologique ne se transmettant que par voie cutanée, telle que la gale, n'aboutira pas à la mise en place d'une protection des voies respiratoires. En termes d'exposition, il va falloir également tenir compte des tâches réalisées. On sait par exemple que l'utilisation d'un jet d'eau haute pression sur des surfaces sales va générer des aérosols. Et il va falloir également tenir compte des autres mesures de protection collective qui ont pu être mises en place. On va tenir compte du niveau de ventilation dans les locaux, des moyens de protection à la source. Lorsqu'on est malade, le fait de se masquer, eh bien, on va diminuer de manière assez importante la quantité de bioaérosols infectieux émis dans l'environnement. Le fait de travailler sous un poste de sécurité microbiologique en laboratoire permet notamment de maîtriser ce risque. Enfin, on peut également mettre en place des dispositifs d'aspiration. Le choix du type d'appareil de protection respiratoire va également tenir compte des autres expositions aux produits chimiques et notamment des gaz, auquel cas il va falloir mettre en place des appareils de protection respiratoire munis de filtres anti-aérosols et anti-gaz. On peut également, lorsqu'on a ces données à disposition, tenir compte des niveaux d'exposition aux bioaérosols. Pour cela, nous avons établi avec les caisses d'assurance maladie, le réseau prévention et l'INRS, des valeurs guides à la fois pour les endotoxines et pour les bactéries et les moisissures cultivables. En ce qui concerne les valeurs guides pour les endotoxines, celles-ci ont été publiées dans la revue Hygiène et sécurité du travail de l'INRS en 2015. Ces valeurs guides ont été établies à partir de 1000 mesures réalisées en entreprise entre 2007 et 2013. Ces mesures ont été principalement réalisées dans le secteur du compostage. Si on regarde un petit peu plus en détail cette figure, on voit qu'on a la valeur de 200 unités d'endotoxines par mètre cube. En dessous de cette valeur, on est dans les 80% de situations de travail les moins exposantes. Donc on préconisera plutôt de suivre tout simplement ces niveaux d'exposition. Entre 200 et 1000 unités d'endotoxines par mètre cube, on est dans les 10% de situations de travail intermédiaires. Donc là, on va commencer à planifier des mesures de prévention. Et si on est à plus de 1000 unités d'endotoxines par mètre cube, là, on est vraiment dans les 10% de situations de travail les plus exposantes. Donc il va falloir mettre en place de manière très urgente des mesures de prévention qui passent par le port d'un appareil de protection respiratoire. De la même façon, nous avons établi des valeurs guides pour les bactéries et les moisissures cultivables. Ces valeurs guides ont été publiées tout récemment, en 2023, dans la même revue Hygiène et sécurité du travail. Ces valeurs guides ont été établies cette fois-ci sur plus de 2500 mesures réalisées en entreprise entre 2010 et 2021, avec 2/3 de ces mesures qui ont été réalisées dans le secteur de la collecte, du traitement et de l'élimination des déchets. Donc, de la même façon, nous avons pu établir différentes valeurs. Donc la valeur 10 puissance 5 UFC par mètre cube, à la fois pour les bactéries et pour les moisissures, en dessous de laquelle nous sommes dans les 70% de situations de travail les moins exposantes. Entre 10 puissance 5 et 10 puissance 6 UFC par mètre cube, nous sommes dans les 20% de situations de travail intermédiaires. Il va falloir commencer à planifier des mesures de prévention. Et au-dessus de 10 puissance 6 UFC par mètre cube, là on se retrouve vraiment dans les situations de travail les plus exposantes. Et là encore, on va pouvoir mettre en place des mesures de prévention. Et donc ces mesures peuvent également passer par le port d'un appareil de protection respiratoire. Prenons l'exemple d'un patient atteint d'une tuberculose pulmonaire. En termes de danger, la bactérie se transmet bien par voie respiratoire. Le risque et donc le choix de l'appareil de protection respiratoire va dépendre des tâches réalisées et des mesures de protection mises en place. Ainsi, aucun appareil de protection respiratoire ne sera requis si on manipule des échantillons qui peuvent être contaminés mais sous un poste de sécurité microbiologique.
Si on entre dans la chambre d'un patient atteint, on va recommander au minimum de porter un appareil de protection respiratoire de type FFP2. Et si on réalise une bronchoscopie sur un patient atteint, on va considérer que l'exposition est plus importante. Donc on va pouvoir passer à des appareils de protection respiratoire plus performants, tels qu'un demi-masque ou un masque à ventilation assistée TM2P, un masque complet P3 ou bien un appareil de protection respiratoire à adduction d'air. Un autre exemple est celui du risque de légionellose lors d'une intervention dans des tours aéroréfrigérantes. Les légionnelles sont les bactéries qui sont responsables de cette pathologie respiratoire et la température de l'eau dans ces installations est souvent idéale pour favoriser la prolifération de ces bactéries qui peuvent ensuite être dispersées dans l'environnement via les particules d'eau émises. Donc on va pouvoir recommander le port d'un appareil de protection respiratoire de type FFP3 lors d'interventions à proximité d'une tour qui est à l'arrêt ou bien lors d'interventions de très courte durée. En revanche, pour des opérations plus exposantes telles que des opérations de nettoyage au jet d'eau haute pression, on va là encore recommander des appareils de protection respiratoire plus performants. Une fois qu'on aura sélectionné les niveaux de protection requis en fonction de cette évaluation des risques, à la fois pour les risques chimiques ou pour les risques biologiques, il va falloir déterminer la pièce faciale la plus adaptée en fonction de la situation de travail. En effet, plusieurs paramètres liés à la fois aux caractéristiques physiques du porteur, à la tâche à réaliser et au lieu de travail vont orienter le choix de l'appareil de protection respiratoire. On sait par exemple que les lunettes ne sont pas forcément compatibles avec le port d'un masque complet. On va donc plutôt privilégier des cagoules qui sont compatibles avec le port de lunettes. Lorsque la durée de port est importante ou lorsque le rythme de travail est soutenu, on va plutôt privilégier des appareils à ventilation assistée, par exemple, qui permettent d'améliorer le confort respiratoire du salarié. Lorsque les besoins en visibilité sont accrus, certaines pièces faciales peuvent perturber cette visibilité, donc on va plutôt privilégier soit des demi-masques, soit des pièces faciales à vision panoramique. Lorsqu'il s'agira de travailler sur le dos, par exemple, on ne pourra pas, bien entendu, utiliser des appareils autonomes. En fonction des besoins de communication, on peut notamment recommander des masques qui peuvent intégrer des micros, des amplificateurs de voix. Il va falloir également tenir compte des autres équipements de protection individuelle qui sont nécessaires et choisir, le cas échéant, des équipements intégrés qui vont associer protection de la tête, des yeux, des oreilles et des voies respiratoires. Il va falloir également tenir compte des contraintes thermiques, et notamment dans des ambiances thermiques extrêmes, il va falloir proposer des systèmes de refroidissement ou de réchauffement de l'air comprimé. Et dans tous les cas, il va falloir bien vérifier la résistance des appareils à ces ambiances thermiques extrêmes. C'est notamment le cas lorsqu'on travaille en atmosphère corrosive ou explosive. Il va falloir là encore bien vérifier la résistance des appareils. Donc, les étapes ne sont pas finies. Une fois qu'on a choisi l'appareil adapté, il va falloir vérifier que ce modèle et la taille choisie permettent d'obtenir un bon ajustement pour chaque porteur. En effet, comme vous l'a présenté Sandrine tout à l'heure, l'efficacité globale d'un masque dépend à la fois de la capacité du filtre, mais également de l'absence de fuite au niveau du visage. C'est pour cela qu'on préconise de réaliser ce que l'on appelle des essais d'ajustement, des fit tests en anglais, qui vont permettre de vérifier cette adéquation entre le modèle choisi et la morphologie de chaque porteur de manière individuelle. Ces essais d'ajustement concernent toutes les pièces faciales ajustables, même celles équipant les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée ou à adduction d'air. Alors, juste pour rappeler un petit peu le contexte réglementaire, le Code du travail précise bien que les équipements de protection individuelle doivent être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l'ergonomie. On a un arrêté spécifique pour le risque amiante, l'arrêté du 7 mars 2013, qui stipule que l'employeur doit s'assurer que les appareils de protection respiratoire sont adaptés aux conditions de l'opération, ainsi qu'à la morphologie des travailleurs, notamment en réalisant un essai d'ajustement. Donc ces essais d'ajustement sont rendus obligatoires pour le risque amiante. Bien évidemment, l'INRS recommande de réaliser ces essais pour tous les autres secteurs professionnels qui sont concernés. On recommande de réaliser ces essais avant la première utilisation en milieu de travail, lors du choix de l'appareil de protection respiratoire.
et notamment lorsque la marque, le modèle ou la taille de l'appareil de protection respiratoire est modifiée, lorsqu'on a une modification significative du visage, une diminution ou une augmentation du poids significative, un changement au niveau du visage, une cicatrice, une opération dentaire lourde, et au minimum, il va falloir réaliser ces essais tous les ans. Il existe différentes méthodes d'essais d'ajustement, des méthodes qualitatives qui reposent sur la détection d'une substance dotée soit d'un goût, soit d'une odeur, et il existe également des méthodes quantitatives qui peuvent être réalisées soit en enceinte d'essai, soit sur le terrain en utilisant soit un compteur de particules, soit un appareil à pression négative. Alors, lors de ce webinaire, je vais vous décrire deux méthodes parmi l'ensemble de ces méthodes. La méthode qualitative qui repose sur la détection d'une substance dotée d'un goût, qui est valable à la fois pour les pièces faciales et les demi-masques, et la méthode quantitative qui repose sur l'utilisation d'un compteur de particules, qui est valable pour l'ensemble des modèles. Au cours de ces essais d'ajustement, on va demander au porteur de réaliser une série d'exercices pour simuler les différentes contraintes qui peuvent perturber l'ajustement du masque. Donc on va demander d'abord à la personne de respirer normalement pendant 1 minute. Ensuite, on va lui demander de respirer profondément. La troisième étape va être de tourner la tête de gauche à droite. Ensuite, la personne va hocher la tête de haut en bas pendant toujours 1 minute. On va lui demander ensuite de parler fort, de lire un texte à haute voix, puis de se pencher en avant. On va lui demander ensuite de respirer à nouveau normalement. Et puis, dernier exercice, on va demander à la personne, pour simuler une activité physique, de monter sur une marche. En ce qui concerne l'essai d'ajustement qualitatif, le principe est d'exposer le porteur du masque à une substance dotée d'un goût, pulvérisée dans une cagoule. On va pouvoir utiliser soit la saccharine pour son goût sucré, soit le Bitrex pour son goût amer. La première étape consiste à déterminer le seuil de sensibilité au goût sans le masque. On va pouvoir pulvériser jusqu'à 30 pulvérisations. Au bout de 30 pulvérisations, si la personne ne ressent rien, eh bien on passera soit à l'autre substance, soit à un essai quantitatif. On va ensuite attendre un certain délai, le temps d'aérer la cagoule et de faire boire un verre d'eau à la personne pour désensibiliser ses récepteurs. Et puis on passera cette fois-ci à la deuxième étape, qui est vraiment la phase d'essai avec le masque cette fois-ci, où le porteur va réaliser les exercices que je vous ai décrits. Et donc on va pouvoir pulvériser le nombre de pulvérisations qui aura été déterminé lors de la première étape, et ce toutes les 30 secondes afin de maintenir la concentration à l'intérieur de la cagoule. Donc l'essai va être réussi si le goût n'est pas perçu à la fin des exercices. En ce qui concerne l'essai d'ajustement quantitatif, le principe va être de mesurer la concentration en particules qui va pénétrer dans le masque, la concentration intérieure, et à l'extérieur du masque pendant que le porteur effectue les exercices. Le logiciel qui est fourni avec le compteur de particules va calculer ce que l'on appelle le coefficient d'ajustement pour chacun des exercices, c'est-à-dire le rapport entre la concentration à l'extérieur du masque et la concentration à l'intérieur du masque, et le coefficient d'ajustement global qui est la moyenne des différents coefficients d'ajustement. Donc bien entendu, si le masque est bien étanche, on peut s'attendre à ce que la concentration à l'intérieur du masque est largement inférieure à la concentration à l'extérieur du masque. Et le test va considérer être réussi si, pour les demi-masques et notamment pour les pièces faciales filtrantes, le coefficient d'ajustement global et les coefficients d'ajustement pour chacun des exercices sont supérieurs à 100. Pour les masques complets, on exige un coefficient d'ajustement global et un coefficient d'ajustement pour chacun des exercices supérieur à 2000. Alors, l'intérêt de la méthode qualitative est bien évidemment son coût, puisqu'elle ne nécessite pas l'achat d'un compteur de particules. Elle ne nécessite pas non plus d'étalonner un appareil et aucune modification des pièces faciales n'est requise. En revanche, c'est un test qui est très subjectif et qui ne permet pas d'avoir de résultats chiffrés,
contrairement à la méthode quantitative qui n'a aucune influence de l'utilisateur, qui permet d'avoir des résultats chiffrés, archivés et tracés. En revanche, pour cette méthode, il va falloir percer les pièces faciales filtrantes pour pouvoir échantillonner les particules à l'intérieur du masque ou utiliser un adaptateur. Alors, quelques conseils d'utilisation, de stockage et d'entretien. Tout d'abord, il faut rappeler que l'employeur a l'obligation de mettre en service des appareils conformes aux procédures de certification imposées par la réglementation. Cette conformité se traduit par le marquage CE. Ensuite, au cas par cas, le médecin du travail peut être amené à juger de l'aptitude au port d'un appareil de protection respiratoire en fonction de l'état de santé de la personne. Cette aptitude médicale doit être évaluée de manière annuelle. Les personnes qui doivent porter un appareil de protection respiratoire doivent être formées à la fois sur les dangers liés aux produits utilisés, sur les différents types d'appareils de protection respiratoire et leur fonctionnement, sur les procédures d'utilisation, d'entretien et de stockage. Avant chaque utilisation, il va falloir notamment inspecter les pièces sensibles, les oculaires, les soupapes, les joints, vérifier le type de filtre, leur date limite de stockage, contrôler qu'ils ne sont pas endommagés et sont correctement montés. Il va falloir, lorsqu'il s'agit d'appareils de protection respiratoire à ventilation assistée, vérifier le débit d'air délivré, la charge de la batterie et s'assurer, pour toutes les pièces faciales, de la bonne étanchéité. Pour cela, il existe deux contrôles d'étanchéité, ce que l'on appelle fit check en anglais. Le contrôle d'étanchéité à pression négative, qui consiste à obturer le filtre ou la surface filtrante, soit avec les mains, soit avec un film plastique, à inhaler et retenir sa respiration quelques secondes, et donc si le masque est bien positionné, il doit légèrement se plaquer au niveau du visage. Il existe notamment le contrôle d'étanchéité à pression positive, qui consiste à obturer la soupape expiratoire, souffler légèrement dans le masque, et donc si le masque est bien positionné, il doit légèrement bomber. Attention, ces contrôles d'étanchéité sont effectivement à faire en routine avant chaque utilisation, mais ils ne doivent en aucun cas se substituer aux essais d'ajustement, car ils ne sont pas suffisamment sensibles pour déterminer un modèle adéquat. En ce qui concerne les règles de stockage et d'entretien, il faut quand même rappeler que les appareils de protection respiratoire à usage unique ne sont pas conçus pour être réutilisés, ils doivent donc être jetés après chaque utilisation. En ce qui concerne les appareils de protection respiratoire réutilisables, ils doivent faire l'objet d'un suivi et d'une traçabilité. Il va falloir les nettoyer, les désinfecter après chaque utilisation avec les produits indiqués par le fabricant, puisqu'on sait que certains produits peuvent dégrader les qualités, les matériaux constituant ces appareils de protection respiratoire. Il va falloir ensuite mettre les filtres dans des poches hermétiques et stocker les appareils de protection respiratoire dans des armoires à l'extérieur du local de stockage des produits chimiques, à l'abri des salissures, de la chaleur et de l'humidité pour éviter de dégrader de manière précoce les filtres. Le contrôle des appareils de protection respiratoire et l'entretien doit être réalisé par une personne compétente de manière périodique en respectant les recommandations du fabricant. Vous l'aurez donc compris, il ne suffit pas de fournir un appareil de protection respiratoire à ses salariés pour considérer que les risques sont maîtrisés. Le port d'un appareil de protection respiratoire doit être encadré par un programme de protection respiratoire qui va détailler toutes les mesures prises par l'entreprise pour s'assurer que les appareils sont utilisés de manière correcte et qu'ils répondent aux risques identifiés, à la situation de travail, qu'ils sont bien ajustés, portés, entretenus et entreposés de manière adéquate. Ce programme comprend la synthèse de l'analyse des risques ayant conduit au choix des APR, le détail des procédures d'utilisation des APR, l'enregistrement des formations des salariés, les résultats aux essais d'ajustement, le planning de maintenance des appareils et le suivi des consommables. Il doit être compréhensible par tous, géré par un responsable au sein de l'entreprise et réévalué régulièrement. Je vais maintenant passer la parole à Sandrine pour terminer ce webinaire sur les principales questions que vous nous avez posées et sur les principales sources d'informations à votre disposition. 3 questions sont en effet principalement revenues. La première concerne les limites d'utilisation des filtres. En ce qui concerne les filtres antiparticules, effectivement, au cours du temps, ces filtres vont se colmater en collectant progressivement des particules au sein de leur matière.
cette collecte de particules va se traduire par une augmentation de la résistance à l'écoulement à travers le filtre. Par contre, l'efficacité de filtration de ces filtres n'est pas du tout altérée par leur colmatage. Néanmoins, cette augmentation de la résistance à l'écoulement peut se traduire par une gêne progressive du fait de la résistance respiratoire qui va augmenter. Cela peut même se traduire par une augmentation des fuites entre le visage et la pièce faciale. Ainsi, il est recommandé de renouveler après chaque fin de poste les pièces faciales qui ne seraient pas réutilisables. En ce qui concerne l'utilisation des filtres anti-gaz, on a vu qu'il y avait une durée optimale d'utilisation de ces filtres, puisque lorsqu'ils sont saturés en molécules de polluants gazeux, un filtre anti-gaz n'est plus utilisable, il laisse passer la totalité des polluants de l'air inspiré. On va donc s'appuyer sur la détermination du temps de saturation de ces filtres par l'intermédiaire de l'outil Prémédia de l'INRS par exemple, pour estimer la durée maximale de leur utilisation et définir une périodicité de changement. La deuxième question que vous nous avez beaucoup posée est la compatibilité entre le port d'une barbe et le port d'un appareil de protection respiratoire. Il est évident que dans le cas de port d'une barbe, les poils qui vont se retrouver entre le joint de la pièce faciale et le visage vont venir perturber l'étanchéité des masques. De nombreuses études ont été menées pour illustrer l'impact du port d'une barbe sur l'ajustement d'un appareil de protection respiratoire. On peut citer l'étude de Sandaradura, par exemple, qui illustre la diminution du taux de réussite à l'essai d'ajustement au fur et à mesure que la barbe de l'opérateur augmente. À l'INRS, nous avons également fait une étude qui permet d'illustrer les grandes variations de la réussite à l'essai d'ajustement en fonction du port d'une barbe sur un sujet rasé de près ou portant une barbe de 3 jours et en fonction des différents modèles de masques. Dans le cas du port d'une barbe, à ce moment-là, des casques ou des cagoules pourraient être de préférence choisis s'ils permettent d'obtenir le facteur de protection minimal requis. La dernière question qui revenait fréquemment est celle de la réalisation des essais d'ajustement et plus précisément de savoir qui pouvait réaliser ces essais. Il peut s'agir de préventeurs en entreprise, de prestataires extérieurs ou encore des services de prévention et de santé au travail. Il faut savoir que ces essais d'ajustement peuvent être menés au sein de l'entreprise ou à l'extérieur. La commission protection respiratoire du Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection, le SINAMAP, a mis en place très récemment un processus d'évaluation des opérateurs d'essais d'ajustement sur la base d'un référentiel validé par l'INRS. Ainsi, toute personne qui veut apparaître comme opérateur d'essais d'ajustement peut subir une évaluation par une société indépendante qui est la société Acrefit. Les résultats de cette évaluation sont ensuite transmis au SINAMAP, au sein duquel un comité de pilotage va statuer sur l'habilitation ou non de cette personne à devenir opérateur d'essais d'ajustement. Une fois cette habilitation obtenue, la personne pourra donner son autorisation pour être référencée sur le site internet du SINAMAP comme opérateur habilité à réaliser des essais d'ajustement. Je vous invite donc, pour plus de renseignements, à consulter directement ces informations sur le site internet du SINAMAP. Nous espérons avoir répondu à l'ensemble de vos questions, mais si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez consulter les différentes documentations disponibles sur le site internet de l'INRS ou encore poser vos questions à la rubrique Assistance de l'INRS sur le site internet. Toutes ces informations et ce webinaire seront disponibles en replay dans les prochains jours sur le site de l'INRS et sur la chaîne YouTube de l'INRS. Nous vous remercions encore une fois d'avoir été si nombreux à assister à ce webinaire.